Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question essentielle pour quiconque réfléchit à sa carrière ou lance un projet. Comment bien comprendre les tendances du marché de l'emploi? Mhm. Savoir décrypter ce qui se passe, c'est fondamental pour faire des choix éclairés. Absolument. Notre guide pour cette discussion, c'est un document de formation assez riche, Analyser les tendances du marché de l'emploi par Le Repère des CIP, un document de 2025. L'objectif, décortiquer ensemble les outils, les ressources clés qu'il présente. Oui, c'est un sujet central et c'est important de dire tout de suite qu'il n'y a pas une seule source miracle, hein. Le marché de l'emploi, c'est complexe. D'accord. Comme le dit bien le document, le mieux, c'est vraiment de croiser les infos, de varier les angles pour avoir une image complète et nuancée. C'est ce mélange qui va nous donner les dynamiques de fond. Ok, donc diversité des sources pour la vue d'ensemble. Alors, commençons par le plus évident peut-être. Ce que tout le monde consulte d'abord, les sites d'offres d'emploi. Oui. Le document parle de France Travail, bien sûr. Il dit que ce n'est pas juste une liste d'offres. Non, justement, France Travail a ce double rôle. L'accès direct aux offres publiées, ça c'est la base, mais aussi la production d'études, de connaissances sur les dynamiques d'emploi. Et souvent avec des détails par région, ce qui est très précieux. C'est solide. D'accord. Et puis, il y a les grands noms internationaux. Indeed, Monster et LinkedIn aussi, quand on pense aux offres. Oui, les plateformes globales. Elles permettent de voir vite quel secteur recrute, quelles compétences sont demandées. C'est un peu le pouls immédiat, non? C'est ça, le pot de la demande, visible. C'est une photo à un instant T. Très utile, mais attention. Attention. Bah oui, ça ne montre qu'une partie de la réalité. Il y a tout le fameux marché caché, hein, les postes pourvus par réseau, cooptation, mobilité interne. Ah oui, qui n'apparaissent jamais en ligne. Voilà. Et puis, ces sites ne montrent pas forcément les signaux faibles, les compétences ou les métiers qui vont vraiment monter demain. Pour LinkedIn, d'ailleurs, on y reviendra, parce que sa valeur va bien au-delà des offres. Je vois. L'instantané ne dit pas tout. Alors, pour cette vue plus large, pour comprendre les tendances de fond, on se tourne vers quoi? Le document mentionne les rapports, les études macro. L'INSEE est cité en premier. Alors, là, l'INSEE, oui, c'est la colonne vertébrale statistique, hein, l'Institut national de la statistique et des études économiques, nous donne les grandes données structurelles. Population active, taux d'emploi, chômage, la croissance par secteur, c'est le contexte. Indispensable pour interpréter le reste, en somme. Exactement. Sans cette toile de fond, difficile de donner du sens aux chiffres plus locaux ou sectoriels. Et pour affiner, le document cite aussi la DARS. C'est quoi son rôle spécifique? Alors, la DARS, c'est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Disons que si l'INSEE donne la carte générale, la DARS, elle, propose des zooms très précis D'accord. sur les dynamiques de l'emploi par secteur, par métier. Elle analyse les flux, les conditions de travail, parfois même les besoins futurs. C'est très complémentaire. Et d'ailleurs, l'INSEE aussi, comme le note le document, donne des chiffres très fins géographiquement. Par région, par bassin d'emploi, ça permet de lier le national et le local. Donc on a les offres visibles, le cadre statistique global et sectoriel. Mais aujourd'hui, avec le numérique, il y a d'autres angles, non? Le document parle d'outils comme Google Trends. C'est pertinent pour l'emploi, ça? Ah, Google Trends, c'est intéressant. C'est un peu comme un sismographe de l'intérêt en ligne, quoi. Un sismographe. Bah oui, ça mesure l'évolution des recherches Google pour certains mots-clés. Si on l'applique à des noms de métiers, de compétences, de secteurs, on peut voir ce qui buzz, ce qui monte ou baisse en termes de curiosité publique. Ça ne mesure pas l'emploi directement, attention, mais l'intérêt que ça suscite. C'est un indicateur d'attention alors. Le document cite aussi des outils SEO comme SEMrush ou Ahrefs. On pense plutôt marketing là. Oui, à la base, c'est pour le référencement, l'analyse de la concurrence en ligne, mais pour l'emploi, on peut les détourner un peu. Comment ça? On peut regarder quels mots-clés liés à des compétences, à des titres de poste, sont de plus en plus recherchés. Par les candidats, mais aussi parfois par les recruteurs qui cherchent des profils. C'est une façon de détecter ce qu'on appelle les signaux faibles. Des signaux faibles, c'est-à-dire des petits indices avant-coureurs. Précisément, une compétence très pointue dont le volume de recherche augmente soudainement, ça peut indiquer une demande qui émerge, avant même qu'elle soit visible partout dans les offres ou les rapports. D'accord, ça donne une mesure de l'empreinte numérique du sujet emploi. C'est un complément en fait. Tout à fait. Ce n'est pas une donnée RH classique, mais c'est un angle différent, complémentaire qui peut alerter sur des choses à creuser. Ok, donc on a les chiffres, les stats, le digital. Mais l'emploi, c'est aussi des gens, des réseaux. Le document insiste là-dessus.
LinkedIn revient, mais sous un autre angle, vous disiez. Oui, LinkedIn, mais cette fois comme réseau professionnel. Là, c'est une mine d'or pour la veille. Suivre des entreprises, voir leurs actus, leurs projets, et bien sûr qui elles recrutent. Mhm. Et surtout, on peut suivre des experts d'un secteur, lire leurs analyses, leurs partages, participer à des discussions. C'est très dynamique, très vivant comme source d'infos. Et au-delà de LinkedIn, le document parle des forums et groupes professionnels plus spécialisés, sur Reddit, parfois Facebook. Il dit que ce sont des sources qualitatives. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Ah, le qualitatif. C'est là qu'on touche à autre chose. Ce qui est précieux, c'est l'accès au retour d'expérience directe. Vraiment. C'est-à-dire? Les gens parlent de leur quotidien, des vrais défis d'un métier, des compétences qui comptent sur le terrain, des frustrations aussi parfois. C'est de l'info incarnée, des insights que les chiffres ne donnent pas. Oui, le vécu. Exactement. J'ai un exemple en tête. Quelqu'un qui a changé son projet après avoir lu sur un forum très spécialisé que les compétences demandées sur les fiches de poste, c'était pas du tout celles qui faisaient la différence au jour le jour. Ça aide à comprendre le comment et le pourquoi derrière les chiffres. Une sorte de vérité du terrain, en somme. Très clair. Alors, passons aux enquêtes et sondages plus structurés. Le document met en avant les études sectorielles. Et donnant l'exemple clé, l'APEC pour les cadres. Oui, l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Alors là, si on s'intéresse au marché des cadres en France, c'est incontournable. Leurs études sont très fouillées. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Tout. Les intentions de recrutement, par fonction, par secteur, l'évolution des salaires, la mobilité, l'insertion des jeunes diplômés. Si on vise un poste cadre, c'est vraiment une lecture essentielle. Et qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport, disons, à la DARES? Elle capture le pool très spécifique de ce segment, le sentiment du marché cadre. L'APEC sonde directement les entreprises sur leurs besoins précis en compétences cadres, leurs difficultés à recruter. Ah, d'accord. Et elle interroge aussi les cadres sur leurs attentes, leurs envies de bouger. Ça donne une vision très fine des tensions, des opportunités propres à ce niveau. Le document mentionne aussi, plus vite, les sondages d'opinion d'autres instituts qui donnent une température plus générale des perspectives des employeurs. Bien compris. Bon, on a vu les offres, les stats, le digital, les réseaux, les enquêtes ciblées. Il reste un point important. La veille sectorielle, mais en continu, de manière approfondie. Oui, Le document suggère les newsletters spécialisés, la presse économique, les blogs d'experts. C'est l'idée de rester branché, c'est ça? c'est ça, l'aspect monitoring. Le marché bouge tout le temps, donc une photo unique ne suffit pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la source détaille ensuite des ressources pour aller plus loin dans cette veille pointue. On peut peut-être les regrouper pour y voir plus clair, hein. Ah oui, bonne idée. Comment on organise ça? Alors, on a d'abord les cabinets d'études de marché privés. Le document cite Zerfi, qui est un leader pour ses analyses sectorielles très poussées, souvent avec une dimension concurrentielle en France et à l'international. D'accord, les études payantes, souvent très détaillées. Voilà. Ensuite, il y a des organismes publics ou parapublics spécialisés, par exemple Business France, si on s'intéresse à l'export ou à l'implantation à l'étranger, ou pour ceux qui créent une entreprise, BPI France Création. BPI France. Oui, ils ont des dossiers sectoriels très pratiques. Chiffres clés, ratios financiers, conseils juridiques, très concrets pour un projet de création. Donc, privé pour l'analyse concurrentielle poussée, public pour l'international ou la création, et on retrouve des noms qu'on a déjà cités. Oui, bien sûr. France Travail revient ici avec ses enquêtes BMO. BMO. Besoin en main-d'œuvre. Ce sont des enquêtes régulières, très importantes, qui demandent directement aux entreprises leurs intentions de recrutement, par métier, par bassin d'emploi, indispensable pour une vision locale précise. Ah oui, très concret ça. Et la PEC, évidemment, qui reste la référence pour les tendances spécifiques au cadre, on ne le dira jamais assez. Et d'autres pistes encore pour compléter cette veille? Oui, la source mentionne aussi les analyses des ordres professionnels, comme celui des experts comptables, qui ont une vision financière des secteurs, des outils d'analyse digitale comme SimilarWeb pour voir les stratégies en ligne des concurrents. Et puis, il ne faut pas oublier les ressources plus classiques, comme les centres de documentation spécialisés, type Prism à la BNF pour l'économie. L'idée, c'est vraiment de cibler selon son besoin. C'est beaucoup plus clair classé comme ça, par type d'apport. Merci. Le dernier point du document, c'est l'apprentissage actif. Formation et webinaire. Les MOOC, les webinaires pro, ça semble un peu différent des sources d'infos classiques. Oui, c'est un peu différent. Il faut les voir comme des occasions d'apprendre et de se mettre à jour,
de façon dynamique. Un MOOC peut aider à monter en compétence sur un sujet précis d'un secteur. Mhm. Et les webinaires, c'est intéressant parce qu'ils sont souvent animés par des praticiens, des gens du métier. On y capte des perspectives très actuelles, des retours d'expérience à chaud, des analyses sur des évolutions qui ne sont pas encore dans les gros rapports annuels. Donc moins une source de données brute, mais plus une façon de capter les interprétations, les tendances discutées par les experts en temps réel. Exactement. C'est une manière de rester connecté aux discussions, aux savoir-faire les plus récents, de comprendre comment les pros eux-mêmes voient leur domaine évoluer. Bon, eh bien, on a fait un sacré tour d'horizon. Si on récapitule, les offres visibles, les grandes stats macro et sectorielles, les indicateurs digitaux d'intérêt, la richesse des réseaux et forums pour le qualitatif, les enquêtes ciblées comme la PEC, les ressources de veille sectorielles pointues et enfin l'apprentissage continu. La conclusion du document source, c'est qu'il faut combiner tout ça. C'est vraiment ça le message clé. La complémentarité. Toute l'intelligence de l'analyse, elle est là. Tisser des liens entre ces sources. Par exemple, Par exemple, croiser une donnée quantitative, un peu froide, de l'INSEE sur la croissance d'un secteur, avec des discussions très qualitatives, très chaudes, sur un forum pro qui révèle les difficultés concrètes dans ce même secteur. Ou alors, connecter une tendance vue sur Google Trends avec une étude prospective de Xerfi ou de la PEC. C'est ça qui donne de la profondeur. ou si on vise un poste très spécifique dans une petite boîte locale. Ah, mais tout à fait. La sélection, la combinaison pertinente des outils, ça doit être guidé par la question qu'on se pose. Est-ce que je veux comprendre les grandes tendances nationales? Est-ce que je cible un secteur précis, une région, le marché cadre, et là, la PEC est reine? Ou alors un métier émergent, et là, les signaux faibles digitaux et les forums sont précieux. C'est vraiment cette adaptation de la boîte à outils qui fait la qualité de l'analyse. Adapter sa boîte à outils. C'est une excellente image. Pour finir et pour ouvrir un peu la réflexion, une question qui me vient en vous écoutant, qui n'est pas directement dans nos sources, mais qui prolonge un peu tout ça. Avec tous ces outils, toutes ces données qu'on a évoquées, est-ce qu'il y aurait un indicateur qu'on oublie souvent, un peu sous le radar, mais qui pourrait être décisif quand on évalue une nouvelle piste professionnelle? Voilà, de quoi réfléchir après notre échange.